Bien, chers amis, merci. Bienvenue. Merci de vous être déplacés malgré ce temps, malgré les événements. Et avant d'aborder notre sujet de ce soir, je voudrais dire aux amis juifs qui se trouvent dans la salle que, bien entendu, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest partage pleinement, partage totalement votre peine, votre indignation, voire votre colère devant ce qui a ensanglanté véritablement l'État d'Israël et endeuillé le monde juif dans sa totalité, comme jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup dit que les scènes que nous avons vues en Israël nous rappellent fâcheusement, terriblement les scènes de pogrom que nous avons connues en Europe, le pogrom en particulier de la nuit de cristal en 1938, et nous ne pensions ne plus jamais voir cela. Ce matin, j'étais à la conférence des évêques de France. Et à la conférence des évêques de France, ils avaient organisé une petite cérémonie à l'occasion du 30e anniversaire de la signature par le Saint-Siège de la reconnaissance du Vatican, 1993-2023. Et là, ils avaient invité le président du CRIF, Jonathan Arfi, très bien, jeune président. Ils avaient invité également l'ambassadeur d'Israël. Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, animait la réunion. Bien entendu, il a assuré l'ambassadeur de toute sa solidarité, de toute sa fraternité. Et il a rappelé aux chrétiens qui étaient là combien le lien du christianisme avec le judaïsme est un lien absolument unique. Une relation qui n'existe pas avec les autres religions. Le président du CRIF, lui, nous a dit deux choses. Il nous a dit une première chose, c'est qu'il avait reçu quelques messages d'intellectuels du monde musulman. Des intellectuels du monde musulman dont la conscience n'a pas été obscurcie par la propagande islamiste. Il a cité... qui a-t-il cité? Benjelloul, exactement. Il a cité Benjelloul qui a eu cette phrase absolument extraordinaire. Le Hamas a définitivement assassiné la cause palestinienne. Bien, effectivement. Et puis il y a eu un autre intellectuel qui a écrit quelque chose qui s'appelle Boualem Sansal, qui a écrit quelque chose dans le Figaro. Et dans le Figaro, il a dit, il faut bien que vous compreniez, vous, le monde occidental, que le Hamas, l'islamisme, vous a déclaré véritablement une guerre sainte. Sous-entendu, on aurait dû le voir depuis bien longtemps. Il l'affirme depuis longtemps lui-même. Oui, et il l'affirme depuis longtemps lui-même, et effectivement, ce qui s'est passé en Israël n'a rien à voir avec une recherche de solutions politiques, de création de deux États. Il n'est pas du tout question de créer deux États, il est question de remplacer l'État d'Israël par un État islamiste, et nous ouvrons les yeux un peu tard. Alors venons-en à notre sujet de ce soir, le décret Crémieux. Vous connaissez peut-être Paul Crémieux, nous avions eu le plaisir de le recevoir l'année dernière. Paul Crécy, pardon. Pas Crémieux. J'ai pas cette chance. Hein. Non, tu n'as pas cette chance. Paul est un ancien journaliste et il est vice-président de l'association des amis d'Adolphe Crémieux. Et nous l'avions, Adacia, ça s'appelle Adacia. Et nous l'avions reçu l'année dernière sur la personnalité d'Adolphe Crémieux. Il nous l'avait présenté. Évidemment, Adolphe Crémieux est un homme du 19e siècle, donc nous avions surtout parlé du 19e siècle, mais cela avait eu l'air d'intéresser beaucoup nos amis non-juifs. Et nous nous étions rendus compte que Crémieux, le nom de Crémieux, était complètement inconnu pour les non-juifs, et le décret Crémieux également. Si bien que nous avons décidé cette année de reprendre le sujet et de l'étendre cette fois au XXe siècle. En 3 temps, 1870, adoption du décret Crémieux. Tu vas peut-être nous dire, Paul, pourquoi en 1870 ? 1870, c'est une date dans notre histoire de France qui évoque la guerre avec Bismarck, hein, la guerre avec la Prusse naissante, alors que vient faire le décret Crémieux au milieu de cette guerre de 1870 ? Bien sûr. Il y avait combien de juifs en Algérie à l'époque ? 38 000. 38 000. Tu nous diras peut-être comment ce décret a-t-il été accepté, et en particulier comment les juifs ont-ils accepté le sacrifice de la loi religieuse au profit de la loi de la République. Et puis, tu vas aborder un deuxième point, 1940, l'abolition du décret Crémieux pendant la guerre.
En quoi la situation des Juifs d'Algérie a-t-elle été différente pendant l'époque de Vichy de la situation des Juifs de métropole? Et puis dans un troisième temps, 1943, de nouveau, on adopte le décret Crémieux. Pourquoi en 1943, alors que la guerre est quand même loin d'être terminée? Il y a encore 1 an et demi de guerre. 1943, c'est Stalingrad. Que vient faire ce renouveau du décret Crémieux au milieu de la Deuxième Guerre mondiale? Paul, merci encore et je te donne la parole. Voilà, merci tout d'abord à l'Amitié judéo-chrétienne pour sa confiance et tout particulièrement à Maud Blanc. J'étais donc venu l'année dernière, j'avais décrit ce parcours exceptionnel de cette figure mythique du judaïsme français qui est Isaac Adolphe Crémieux. Là, je parlerai plus précisément du décret. Adolphe Crémieux est à comparer, je sais pas, de Marc Bloch par exemple, ou alors ici, je n'ai pas besoin de le présenter, de Jules Isaac. C'est une personnalité vraiment du 19e siècle. Plutôt que d'aller immédiatement vers 1870, je voulais planter le décor et revenir un peu en arrière. 1830, donc c'est le 31 juillet 1830, Louis-Philippe est le roi des Français, non plus le roi de France, évidemment, la Révolution est passée par là. C'est la fameuse monarchie de Juillet. Louis-Philippe, fait rare pour être souligné, est un roi philosémite. Il apprécie cette communauté qu'il juge laborieuse, soucieuse de l'éducation de ses enfants. Louis-Philippe affirme régulièrement qu'il n'y a qu'une seule catégorie de Français. L'égalité des cultes est d'ailleurs validée dès 1831. Les rabbins sont payés par le pouvoir. Alors Louis-Philippe encourage même son épouse, Marie-Amélie, la reine Marie-Amélie, à participer aux bonnes œuvres des dames israélites. Les Juifs sont 35 000 sur le territoire de la métropole, déjà. À la faveur de cette nouvelle révolution de juillet, Crémieux, Adolphe Isaac, qui est avocat à Nîmes, dont la réputation est déjà parvenue à la capitale, s'installe à Paris en acceptant la charge d'avocat au conseil du roi. Il va acheter cette charge, c'est une charge qui se monnaie, 203 000 francs, c'est une somme considérable. Il achète cette charge à Odilon Barrot, qu'il connaît, qu'il a fréquenté, parce qu'il a représenté la région nîmoise à Paris, lorsqu'il y a des réunions professionnelles. Odilon Barrot est nommé préfet de la Seine, donc il lui cède cette charge, et Crémieux va dorénavant, et durant 7 années, animer les audiences, sans doute assez austères, du Conseil d'État, je regarde une avocate, et de la Cour de cassation, où il représente les intérêts du roi. Il est avocat au Conseil du roi, c'est quand même pas rien. En juillet 1934, il devient le vice-président du consistoire, et ce titre lui permet d'être reçu au Palais des Tuileries, où il côtoie le roi, qui le recevait alors que le protocole ne l'obligeait pas à le faire, en même temps que les autres corps d'État constitués. Donc c'est l'aspect philosémite qui est intéressant dans cette attitude de Louis-Philippe à l'époque. C'est assez rare. Alors, ténor du barreau, de nombreux corps légionnaires, évidemment, montaient à Paris pour lui confier la défense de leurs intérêts, et il n'hésitait jamais à les défendre. Alors, depuis l'affaire de Damas que j'avais évoquée l'année dernière, en 1840, sur laquelle je ne peux pas m'étendre, évidemment, elle est assez complexe, mais au cours de laquelle, avec Moses Montefiore, son homologue britannique, il était allé sauver les Juifs arrêtés à Damas, il s'était déplacé à Alexandrie. La communauté juive d'Algérie, depuis ce déplacement en Égypte, où il a constaté que dans les pays musulmans, les pays arabes, en particulier déjà en Égypte, mais également en Algérie, les Juifs étaient malmenés, ils vivaient dans une espèce de dimitude, pour reprendre ce terme, et les Juifs d'Algérie vont devenir véritablement le souci majeur d'Adolphe Crémieux dans ses démarches juridiques auprès de la communauté. Déjà, en 1843, fraîchement élu président du consistoire, il organise une commission parlementaire pour étudier les conditions de vie des Juifs indigènes. Le rapport de cette commission, favorable à une intégration possible, obtient un avis encourageant de Louis-Philippe qui va annoter en marge de ce document que la nation juive devra faire l'objet de mesures justes et politiques. Voilà, dans ce moment, vous comprenez que la revendication des Israélites, évidemment, devient l'obtention de cette naturalisation, de cette citoyenneté. C'est assez rare d'ailleurs dans l'histoire, je pense que c'est peut-être même un cas unique. Une communauté souhaite que les colons, les colonisateurs, voilà, ils souhaitent rejoindre ces lois et les droits de ces colonisateurs. Je pense qu'on ne prend pas assez conscience de ce fait assez rare que représente la communauté juive d'Algérie, qui appelle de ses voeux évidemment cette nationalité. Voilà, alors un petit historique
étape par étape, car évidemment le décret Crémieux est la conséquence d'une longue bataille, d'une longue poursuite de l'obtention de cette nationalité. Dès 1847, Louis de Baudricourt, qui est un publiciste, qui écrit dans son livre La colonisation de l'Algérie, le gouvernement français aurait un intérêt majeur à s'attacher les Juifs algériens. 1848, c'est la révolution, une nouvelle révolution, la révolution de la République provisoire, celle des utopistes, celle de Carnot, celle de Arago, celle de Schœlcher. Crémieux devient ministre de la Justice et il déclare « La République veut l'assimilation de l'Algérie à la France ». Sous son impulsion, l'Algérie est déjà déclarée territoire français, doté du suffrage universel, et voit se créer 3 départements français, Oran, Alger, Constantine. En 1948, donc, les Juifs obtiennent également le droit de vote sous certaines conditions pour l'élection des conseillers municipaux. 10 ans plus tard, 1858, ils obtiennent le droit d'élire un conseiller général par province. Lors de ses 17 déplacements en Algérie, Crémieux était toujours reçu avec le respect d'une haute personnalité. Sa visite faisait l'objet de publicité dans la presse. Alors 17 fois aller en Algérie, c'est quand même pas rien. Je rappelle qu'à l'époque, il ne s'agissait pas de prendre un avion à Orly. On mettait 2 semaines pour arriver en Algérie. C'était un voyage harassant. 15 jours pour arriver, 15 jours pour revenir, plus le séjour. Bon, c'est un effort considérable. Il faut avoir une santé de fer. 1859, on avance évidemment dans cette quête de la nationalité. Le rapporteur sur cette question au Conseil général d'Alger note qu'il est évident que la déclaration que les Israélites en masse sont français lèverait toutes les difficultés et serait accueilli comme eux comme un bienfait. Voilà, le décret Crémieux est donc, vous le comprenez déjà, d'ores et déjà le produit d'une longue bataille. Il est l'aboutissement logique d'une évolution, d'une aspiration. En 1858 toujours, lors d'un procès sur les territoires de la colonie, Crémieux tient le discours original suivant. C'est assez original, vraiment, moi j'ai jamais entendu un tel argument. Employez les Juifs pour amener à vous les Arabes. C'est le lien entre vous. Employez cette population habile, dévouée, qui sait ce qu'elle doit à la France, la fin de son odieuse servitude. Moi, je trouve que c'est un argument absolument d'une grande originalité. Son implication en faveur des Juifs d'Algérie était tellement ardent que son surnom devient rapidement Adolphe Crémieux, l'Africain. Ses opposants le qualifiaient de père des Juifs. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt un honneur d'être appelé le père des Juifs. Je ne trouve pas ça insultant. C'est assez curieux comme attitude, comme en tous les cas sobriquet. En mai 1860, répondant à une requête présentée par les notables juifs algérois tendant à la naturalisation collective, le préfet d'Alger promet d'appuyer cette requête auprès du gouvernement. Là, on arrive à la période de l'Empire, évidemment, 1860, c'est déjà Napoléon III. La même année, lors de son voyage en Algérie, Napoléon III reçoit une pétition par laquelle les Israélites lui exprimaient leur désir d'embrasser la nationalité française et le droit civil de la France. Alors, le système militaire introduit par Napoléon III en 1863 avec les bureaux arabes mécontentait la population européenne et le projet de l'empereur était de créer une constitution spécifique à l'Algérie. Alors les indigènes juifs étaient déjà, depuis l'ordonnance du 10 août 1934, vous voyez, c'est déjà très tôt, après la conquête, sous la coupe des tribunaux français, et la loi de 1851 les soumet au code civil. Donc déjà, on traite les juifs de façon différente. Les bureaux arabes sont destinés évidemment aux musulmans, aux arabes, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que ces bureaux arabes? Lorsque les Français arrivent à la conquête de l'Algérie en 1830, ils connaissent mal, évidemment, le territoire, ils connaissent mal la culture musulmane. Le territoire est plutôt divisé en tribus, c'est une situation tribale en fait. Et donc on va créer ces bureaux arabes pour créer une identité arabe. Les officiers travaillant dans ces bureaux doivent donner des renseignements sur l'esprit des populations, fournir ce qui lui est nécessaire pour l'administration des tribus, surveiller que les impôts sont payés, rendre plus facile le prélèvement des terres pour la colonisation, assurer la police, rendre la justice. C'est tout ça, les bureaux arabes. En 1870, à l'époque du décret, il existe près de 50 bureaux avec un secrétaire arabe, un secrétaire français, un interprète, des officiers et souvent un médecin. Tout ça constitue les bureaux arabes qu'a organisé la République et plus tard l'Empire français, évidemment. Là, je parle de 1870. Donc, la sécurité est d'ailleurs assurée dans ces bureaux arabes par un peloton de spahis. Les personnes travaillant dans ces bureaux possèdent une réelle autorité qui dépasse parfois les recommandations officielles et forcément, cela entraîne quelquefois des abus. Favoritisme, évidemment.
En 1864, Napoléon III reçoit une délégation du consistoire à laquelle il promet d'accorder la citoyenneté aux Juifs d'Algérie. Le 27 mai 1865, à Oran, Napoléon III déclarait à l'occasion de son second séjour « Les Israélites algériens seront bientôt français ». Voilà une déclaration très généreuse. Napoléon III reçoit une pétition de 10 000 signatures de Juifs algériens qui lui réclament la naturalisation collective. Napoléon III, qui avait eu le projet de devenir roi des Arabes et de se couvrir sans doute de gloire, à son tour a déclaré que les indigènes d'Algérie étaient tous français. Alors malgré cette déclaration généreuse, le décret impérial, le fameux Senatus Consulte du 14 juillet 1865, va se montrer plus réservé, fera la différence entre nationalité et citoyenneté, et le vide de tout sens juridique, sans parler de la complexité des démarches, qui aboutissent d'ailleurs à un résultat assez modeste. Je vous donne les scores. Sur 3 millions de musulmans, 113 seulement font la démarche pour devenir français. Et sur 35 000, 38 000 israélites, seulement 153. Alors je tiens à votre... Voilà, je voulais vous présenter ce document que Colette Bengarten m'a adressé, celui de son ancêtre qui a fait partie de ces 153 Israélites qui se sont convertis. Il s'appelait donc Isaac Calfon, il habitait à Oran, il a fait le choix de devenir français, il a fait les démarches avec ce document donc signé de Napoléon III. Ils ne sont pas convertis. Ils sont, bon, pardon, tu as raison. Il a fait le choix de la démarche de la nationalité française. Tu as raison, mon esprit a fourché. Donc c'est un document assez rare, hein, 153 sur 35 000, c'est peu. Hein. Donc c'est l'ancêtre de Colette Bengarten, né à Oran. Voilà. Donc il y a ce résultat piteux parce que les démarches sont compliquées, parce qu'il faut accumuler tout un tas de documents, peut-être que sur place on freine aussi la naturalisation donc, des indigènes. Alors ils peuvent être admis à servir dans l'armée, occuper des emplois civils et dans ce cas être régis par la loi française. La polygamie, le droit de répudiation et les règles successorales musulmanes, si différentes pour les musulmans, en tous les cas que les lois de l'État français, il apparaît presque impossible aux musulmans d'acquérir cette nationalité sans renoncer à la loi coranique. Et de 1865 donc à 69, les conseillers généraux des 3 provinces d'Algérie émettent chaque année des vœux unanimes en faveur plutôt de la naturalisation collective des Israélites indigènes. Pour la communauté musulmane, ce décret, je viens de l'indiquer, est compliqué parce que c'est une espèce de trahison en fait pour les musulmans. Ah oui, cette attitude, on renonce à la charia, on renonce aux lois musulmanes, et c'est pour ça que ce Senatus Consulte n'a pas eu le succès escompté par Napoléon III. Alors ce Senatus Consulte permet également à des étrangers, il y avait beaucoup d'Espagnols qui étaient venus faire fortune sans doute, de Maltais, d'Italiens. Alors il y a 1402 étrangers qui eux aussi vont profiter de ce Senatus Consulte pour obtenir la nationalité française. L'année suivante, 1866, après le Senatus Consulte du 14 juillet 65, sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie, inspirée par le saint-simonien Ismaël Urbain, Napoléon III décrète que les 3 millions d'indigènes musulmans, les 250 000 étrangers justifiant de 3 années de résidence en Algérie, ainsi que les 30 000 ou 35 000 donc indigènes israélites, peuvent demander à jouir des droits de citoyens français et à bénéficier de la qualité de citoyen. Vous voyez que c'est compliqué. On est dans une première étape, dans une seconde étape. Le Senatus Consulte a un sens très ambigu en fait dans sa démarche. Et 1870, donc on en arrive à la date du fameux décret, c'est le dernier et 17e donc, déplacement d'Adolphe Crémieux en Algérie. Il avait parcouru à l'occasion de ces déplacements le pays dans tous les sens, il en connaissait ses représentants, connaissait l'aspiration de ses habitants. Les délégations algériennes réclamaient la fin du régime militaire, par exemple, et la nomination d'un gouverneur civil. En mars 70, les conseils généraux d'Oran et de Constantine demandent la nationalité française. Le comte Lehon pose la question au Sénat. Vous voyez, on a toujours des démarches pour essayer d'obtenir cette naturalisation simple et collective. Et le gouvernement de Émile Ollivier dépose dans le même temps, le 8 mars 70, un projet de naturalisation collective. Crémieux, membre du corps législatif, avait beaucoup fait pour imposer cet acte. L'avis est favorable. Seuls les juifs orthodoxes qui ne souhaitent pas devenir français peuvent demander à rester sous l'autorité rabbinique. Alors Crémieux, qui va être consulté sur ce sujet, hostile aux barbus, il va refuser qu'il y ait cette clause, évidemment, dans la décision de l'Empire. Mais quelques mois plus tard, c'est la guerre. Une guerre imprévisible, sans doute, la chute de l'Empire, dans la honte, quelques mois plus tard, qui empêche le décret signé
par Napoléon III, tel qu'il vient d'être décrit, qui était un véritable progrès par rapport à 1865, ce fameux Senatus Consulte. Après Sedan et la chute de l'Empire, le 4 septembre, la République est proclamée, le 5, Crémieux retrouve son bureau, place Vendôme. Pas pour longtemps, le temps d'une amnistie générale pour tous les prisonniers politiques. Paris est menacé par les canons prussiens, il fuit à Tours, où il va être rejoint par les autres membres du gouvernement. Durant 10 jours d'ailleurs, il représente seul l'État français. Il a la signature et le pouvoir de représenter l'État français pendant 10 jours, Adolphe Crémieux. Alors il est rejoint ensuite par les autres membres du gouvernement. Et c'est le 24 octobre 1870 que le décret est signé, par Crémieux évidemment, par Gambetta, par Gley-Bizouin et l'amiral Forichon qui était ministre de la Marine. Voici le document original du décret Crémieux. L'article qui concerne les Israélites indigènes. Je vais faire circuler après, hein, bien sûr. Tu peux nous le lire ? Oh bah, je peux le lire, il est assez clair, je l'espère. Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur état civil et leur statut personnel seront à compléter de la... Pardon, je suis désolé, la photocopie n'est pas bonne, de la loi française, tout droit acquis jusqu'au jour restant... Bon, je vous ferai circuler. De facto, les 35 000 juifs indigènes d'Algérie deviennent des Français. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas refuser la loi française, ils sont français. Alors ça va provoquer évidemment des remous, je vais y venir, je ferai circuler évidemment ces documents après. Voilà, la nuance entre juifs et musulmans du décret imposé par l'Empire va obliger aussi Crémieux, parce qu'il va prendre un décret qui en fait est une série de décrets, il y en aura 6, là encore je vais les faire circuler, les voici. Le décret suivant concerne les indigènes musulmans. Les indigènes musulmans peuvent devenir également français, mais sur leur demande, après leur majorité. Il faut qu'ils renoncent à la polygamie, à la répudiation, aux lois de l'héritage musulman qui sont très avantageuses pour les hommes, très défavorables pour les femmes. Je regarde Jacqueline, voilà, qui est une combattante pour l'égalité, évidemment. Voilà, donc je ferai circuler ce document, hein, qui est le document du décret complet, en fait, hein, pas seulement celui qui concerne les indigènes israélites, mais celui qui a été publié au JO, qui est complet. Il y a 6 décrets, en fait, dans le décret Crémieux. Voilà, je le ferai circuler tout à l'heure. En fait, donc 6 décrets pour régenter la vie administrative et sociale en Algérie, le plus important, donc je viens de l'évoquer, accorde de facto aux 35 000 Israélites indigènes la nationalité française. Ils renoncent donc à la polygamie, par exemple. Il y avait quelques juifs qui étaient polygames. Donc la seconde femme, elle ne représente plus rien, elle devient une concubine en fait. Hein. Et dans une de mes conférences, une dame s'est levée et m'a dit « Moi, je n'aime pas le décret Crémieux parce que je suis la descendante d'une bâtarde quelque part, voilà, parce que c'était son ancêtre avait 2 femmes. Voilà. Bon, elle a dit ça avec humour, hein, évidemment. Voilà, le décret donc 136, donc vous allez voir le texte, reprenait les dispositions du décret d'application du Senatus Consulte du 14 juillet 65, mais supprimait l'enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur, qui devait être transmise au gouverneur général de l'Algérie et recevoir l'approbation du garde des Sceaux pour être statué par l'empereur et le Conseil d'État. Vous voyez, c'est très lourd. Le décret impérial encadrait l'enrôlement militaire dans le contexte de l'époque. Dans le cas du décret Crémieux, l'approbation devait venir du gouverneur général civil sur avis du comité consultatif. À chaque naturalisation, un bulletin était néanmoins gardé sous forme d'un casier judiciaire déposé à la préfecture du département. Donc le décret 137 portait sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Le 136, c'est celui des Israélites. Le 137, c'est celui des musulmans. Pour ce qui les concerne, la qualité de citoyen n'était pas automatique. Elle ne pouvait être obtenue qu'à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire majorité, et sur leur demande. Ils renoncent donc, hein, je vais répéter, à la loi coranique. L'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter en personne devant le chef du bureau arabe, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, de la circonscription dans laquelle il réside. Donc c'était aussi un challenge de se présenter devant des corréligionnaires, et ça avait un côté de trahison, hein, quelque part. Et à l'effet de former donc sa demande et de déclarer qu'il n'entend être régi que par les lois civiles de la France. Voilà, donc avec ces contradictions, le résultat, après 50 ans du décret Crémieux pour les indigènes musulmans, il est assez piteux. 4500 demandes sur 3 millions de musulmans en 50 ans. Vous voyez, donc c'est un résultat pratiquement proche de zéro, quoi. On est dans un pourcentage extrêmement faible. Il y a peu de musulmans qui sont intéressés par la nationalité française, en tous les cas, à l'époque. Moi, j'ai questionné Robert Badinter sur ce décret Crémieux il y a quelques années.
Il m'a répété ce qu'il avait déjà dit à l'occasion du centenaire, en 1970. « Il faut rappeler que le décret Crémieux n'a nullement été un instrument de domination des musulmans par les juifs, mais un moyen de libération de ces derniers, les plus opprimés, des opprimés. » Voilà, c'était une déclaration de Robert Badinter. Alors les réactions au décret vont être extrêmement nombreuses. On va d'abord user de subterfuges, hein, évidemment, pour ralentir l'application. Une pétition de Colomb va demander son abrogation quasiment immédiatement. La défaite de la France contre l'Allemagne, hein, la Prusse, hein, l'Allemagne, et une terrible famine va accentuer le ressentiment des musulmans. Et le chef féodal Mokrani déclare en mars une révolte dont les autorités, alors qu'il ne l'a pas évoqué, dont les autorités vont juger spontanément le décret responsable, alors que lui ne l'évoque pas. Charles Dubouzet, gouverneur de l'Algérie, réclame l'abrogation lui aussi du décret. El Mokrani est rejoint en avril par un autre chef de tribu qui s'appelle Haïdad, qui décrète le djihad. Ça existait également à l'époque, hein, on est dans l'actualité. Voilà, il décrète le djihad contre la France. Le décret n'est pas évoqué, mais les Juifs sont tenus quand même pour responsables et ils sont les premiers visés. Cette révolte rassemble quand même 250 tribus algériennes. C'est près d'un quart de la population de l'époque, de l'Algérie musulmane. Voilà, pour apaiser les troubles, Adolphe Thiers, à Paris, propose d'abroger ce décret. Il fait la demande à son ministre, Félix Lambrecht, en juillet 1871, un projet d'abrogation qui va arriver devant normalement la Chambre. Alors Crémieux qui avait donné sa démission, il n'est resté que 20 semaines ministre de la Justice dans cette période troublée qu'était la guerre. Adolphe Crémieux va écrire d'ailleurs, lutter évidemment pour que son décret perdure. La plume me tombe des mains, j'apprends par les journaux que le gouvernement a déposé un projet d'abrogation, fasse que l'Assemblée repousse ce funeste projet. Voilà, c'était son écriture. Alors une campagne énergique va être menée par la communauté juive en métropole, et c'est Alphonse de Rothschild qui va sauver le décret Crémieux. Comment va-t-il faire? Eh bien, il a été sollicité par Adolphe Thiers pour garantir l'emprunt d'État. L'emprunt d'État pour payer la dette de guerre de Bismarck. Bismarck avait exigé 5 milliards, que les Français vont payer rapidement d'ailleurs. Il regrettera de ne pas avoir demandé plus, hein, plus tard. J'aurais dû demander plus. Et comme il avait garanti 3 milliards sur les 5, il a demandé à ses amis politiques très, très clairement, si vous abrogez le décret, je ne garantirai plus l'emprunt d'État. Donc par ce petit chantage financier, il va sauver le décret Crémieux, et le 11 décembre, le rapporteur de l'Assemblée, qui s'appelle M. de Fourtou, ça ne s'invente pas, M. de Fourtou, va indiquer l'ajournement de la discussion. Voilà, il n'y aura pas d'abrogation, de proposition d'abrogation de ce décret, grâce à l'intervention de Crémieux. Voici d'ailleurs la garantie d'Alphonse de Rothschild, signée de sa main, pour les... alors c'est dans la monnaie prussienne, hein, c'est les thalers, hein, évidemment, mais c'est 3 milliards sur les 5 que la France a dû payer voilà, assez rapidement, les bas de laine, voilà. On a sorti de l'argent des lessiveuses sans doute, et des bas de laine, des matelas, sous les matelas. Voilà. Donc ce décret a risqué l'abrogation déjà une première fois, ça n'est pas rien. Alors physiquement incapable de se déplacer, hein, pour des raisons de santé, il va se présenter à la candidature de la députation d'Alger. En octobre 72, il remporte avec 5000 voix contre 4400 face à César Bertholon, qui était un ancien républicain déporté. Alors déporté à l'époque, ça veut dire interdit de séjour, ça ne voulait pas dire prendre un train pour finir gazé et brûlé dans un camp en Pologne, hein, c'est pas ça. Hein. À l'époque, l'opposition politique était interdite de séjour et on déportait donc vers les colonies. C'est comme ça qu'on a peuplé l'Algérie, Madagascar peut-être, Cayenne et d'autres pays. Hein. Le pouvoir déportait les opposants au régime. Voilà. Donc Bertholon est arrivé second, c'était un déporté donc, de l'époque de la prise de pouvoir de Napoléon III. Voilà, c'est aussi, alors c'est une petite anecdote, à Alger, les citoyens d'Alger vont avoir l'idée de demander également à Victor Hugo de se présenter face à Crémieux. Alors on lui écrit, il répond, il est retourné à Guernesey pour solder ses affaires, il a quand même vécu 15 ans à Guernesey, donc il était à Guernesey, il a répondu, entre un Crémieux et un Hugo, moi je choisis un Crémieux. Donc évidemment il a refusé, vous voyez, c'est quand même une amitié très forte entre les deux hommes, je l'avais évoqué l'année dernière. Voilà, à ce stade, il faut remarquer, comme l'a fait d'ailleurs Benjamin Stora tout récemment, dans son rapport au président de la République, le sentiment de supériorité qui perdure toujours dans la colonie en Algérie. Alors les colons arrivaient d'Italie, d'Espagne,
qui fuyaient souvent pourtant la misère. Hein. Ces colons ont formé pendant toutes ces années une société coloniale homogène, dotée d'un privilège, la nationalité française. Si le décret Crémieux a généré une reconnaissance infinie des membres de la communauté juive, passer à l'état d'individu à celui d'indigène pour devenir enfin des citoyens français avec ses vertus émancipatrices, par comparaison, on n'évoque que rarement un décret pris un peu plus tard, en 1889, qui est appliqué à tous les Européens, qui leur permet de devenir français sans faire la demande. C'est un décret qu'on a complètement oublié, pourtant qui a existé, et c'est ce que remarque Benjamin Spora dans son rapport. Un sentiment donc de supériorité, l'idée d'un peuple nouveau, formé d'Européens, qui a pris en main les destinées de cette terre, l'Algérie. Albert Camus, lui-même, issu d'une famille de migrants, hein, sa mère était d'origine espagnole, elle était née à Minorque, le décrit parfaitement dans son roman qui paraîtra bien après sa mort, Le Premier Homme. Hein, je ne sais pas si Maud, ce Premier Homme a été publié dans les années 90, mais il avait commencé à l'écrire, et puis finalement, à titre posthume, il est paru 30 années après son décès. C'est son père, Le Premier Homme, hein. C'est un livre où ça... C'est ça, c'est autobiographique, hein, complètement. Voilà. C'est complètement autobiographique, mais il fait remarquer, Benjamin Stora, que quelque part, il y avait aussi une origine espagnole, donc comme il y avait beaucoup d'Espagnols dans l'Algérie. Alors l'administration de l'Algérie va être également bouleversée par 21 autres décrets. La colonie devenait la France, la justice était réorganisée sur les mêmes bases que la métropole, les finances étaient réglées par la loi générale. Avec les voisins du Maroc, hein, souvent on fait la comparaison avec le Maroc et la Tunisie, ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Hein. D'abord par l'époque, le Maroc c'est 1912, on est bien loin de la conquête, hein, de 1830, et la Tunisie c'est 1881. Hein, donc c'est bien loin, bien éloigné de cette problématique algérienne. Hein, l'époque est donc différente, le peuplement est moindre, la société indigène est préservée, et on parle plus élégamment de protectorat. Alors, on est venu protéger les populations. Voilà, le 10 décembre 1875, Crémieux est nommé sénateur à vie. Il retrouve à la Chambre son ami d'enfance qu'il avait connu à Louis-le-Grand, Victor Hugo, à côté duquel il va siéger au Sénat. Le 10 février, il décède. Je rappelle que ses funérailles étaient nationales. Ce sont des obsèques votées à l'unanimité par l'Assemblée, les obsèques nationales. On se retrouve en présence de personnalités de Ernest Renan, Camille Pelletan, Gambetta, Arago, Schœlcher. J'en passe, bon, il y en avait beaucoup, et c'est Gambetta d'ailleurs qui prononce l'éloge funèbre. À la fin du 19e siècle, c'est l'embrasement anti-juif. Les juifs restent toujours un sujet de polémique. À la fin du 19e siècle, 1897-1898, l'antisémitisme des Européens d'Algérie est parfois spectaculaire. Je suis obligé d'en venir à cette triste période. Voilà, une manifestation essentiellement, évidemment, électorale au moment des élections, avec des caractéristiques un peu plus profondes parfois. Le 3 avril 1898, Alger, le débarcadère, est noir de monde. Hommes et femmes ont les bras chargés de fleurs pour accueillir Édouard Drummond. Édouard Drummond, l'homme qui se présente comme le candidat anti-juif, qui avait écrit ce pamphlet qui dépassait plus de 1000 pages et qui s'était vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, La France juive, et qui avait une presse particulièrement virulente contre les juifs. Et il est accueilli par des slogans, des cris de joie évidemment, et la foule crie « à bas les juifs », fin du 19e siècle. Alors Drummond qui vient d'annoncer sa participation aux élections législatives, il est d'ailleurs élu à Alger, sous l'étiquette du candidat anti-juif. C'est quand même stupéfiant aujourd'hui, on imagine, à part Dieudonné peut-être, lui il s'est présenté aux européennes sous l'étiquette anti-sioniste. Il a réussi à jongler un petit peu. Voilà, accueil triomphal, donc Alger le réservait à celui qui s'était rendu célèbre dans les années 1880 avec la publication de La France juive que je viens d'évoquer. Il avait été convaincu de faire cette démarche par un autre leader anti-juif qui s'appelait Max Régis, qui va devenir le maire d'Alger. Drummond allait remporter un véritable raz-de-marée, un triomphe qui dépasse le cadre de la ville. Les élections du 8 mai 1898 vont donner en Algérie 4 sièges sur 6 aux candidats anti-juifs. C'est quand même inouï. Voilà, je vous montre d'ailleurs la photo de l'arrivée de Max Régis à Alger après sa victoire, son élection. Vous voyez, il est porté en triomphe. Je vais faire circuler aussi tout à l'heure. Et voici un bulletin d'adhésion au parti anti-juif. Vous voyez, on paye et on adhère. Ligue nationale algérienne anti-juif demandant le retrait du décret Crémieux. Vous voyez, on payait pour être membre de ce parti et on demandait donc très officiellement par une pétition l'abolition du décret Crémieux. Vous voyez qu'il a fait couler quand même beaucoup d'encre. Voilà, les Juifs devenaient assez nombreux dans les années qui vont suivre, évidemment, pour décider du résultat des élections.
en votant ensemble pour un candidat, bien évidemment, fréquentable. Et c'est donc avec eux qu'il fallait partager les fruits de la conquête. On n'hésite pas à flatter les Juifs avant les élections pour les maudire ensuite en cas de défaite et réclamer l'abrogation spontanément du décret. Ça reste toujours un sujet de polémique. Voilà, au tournant des années 1890 et un peu plus tard, l'antisémitisme continue à prospérer. Il permet l'élection de la liste anti-juive, je viens de citer, alors Émile Morino à la mairie de Constantine, puis à Oran l'année suivante, de graves émeutes qui secouent les principales villes d'Oranie. Cette année-là, l'antisémitisme recrute 100 balles parmi les Maltais, les Italiens, les Espagnols, qui sont naturalisés dès 1889 par le fameux décret que j'ai évoqué plus haut. Voilà. Les antisémites donc triomphent à Alger, je viens de le dire, c'est partout la même ferveur, les mêmes agressions verbales et physiques, la même atmosphère de fête mêlée de révolte. Les Juifs d'Alger, toutefois, sont plus humiliés qu'ailleurs. Au début de janvier, au lieu des émeutes d'une rare violence à Bab el-Oued, pour ceux qui connaissent l'Algérie, voilà. Et du 20 au 25 janvier, partout en ville, la rue appartient aux fauteurs de troubles. La police laisse faire. On parle de youpinade, c'est le terme, qui font une centaine de blessés. Il y a 2 Juifs qui sont morts, qui sont tués. Voilà. Hors d'Alger, le calme revient dans les rues à la fin du 19e siècle, donc au début du 20e siècle. Les journaux s'agacent un peu de rapporter les excès anti-juifs. Et à partir des élections municipales de mars 1900, la question juive redevient un peu partout un simple enjeu électoral qui permet de remporter encore quelques succès. Donc tout ça va se tasser à partir de 1902. C'est d'ailleurs l'année du décès de Édouard Drumont. Voilà. De sinistre mémoire. Et finalement, jusqu'à la Grande Guerre, l'antisémitisme cesse d'être un levier politique. Voilà, on en arrive à la Seconde Guerre mondiale, qui est un autre sujet pour le décret Crémieux assez important. Donc 1840, le décret Crémieux est abrogé le 7 octobre 1940, 70 ans plus tard, donc, il est remplacé par le statut des Juifs pris à l'initiative de Marcel Pérouton, ministre de l'Intérieur du régime de Vichy, régime félon, évidemment, ancien secrétaire général du gouvernement général à Alger. Après le débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc, de novembre 1942, les lois de Vichy sont maintenues par l'amiral Darlan, qui avait été conservé au pouvoir par les Alliés. Darlan est assassiné, par la résistance sans doute, le 24 décembre, sacré soir de Noël. Pour lui. Le général Giraud est nommé à la tête du commandement civil et militaire d'Alger. Alors Giraud, c'est un personnage un peu trouble qui avait soutenu Pétain et qui, les Alliés voyaient en lui peut-être le futur président de la République française. Ils ne croyaient pas trop en De Gaulle. Enfin bon, je ne reviens pas sur cette période, en tous les cas, sur ces personnalités. Alors lors du discours du 14 mars 1943, Giraud annonce l'abrogation des lois antisémites de Vichy. Il dit « Nous avions été contraints, c'était l'occupant nazi, on ne pouvait pas faire autrement. » Mais par compensation, pratiquement, il dit « Je maintiens l'abrogation du décret Crémieux. » Donc il y a une nouvelle fois abrogé quelque part. Voilà, les lois de discrimination raciale donc imposées à la France par les nazis n'existent plus, mais le décret ne revient pas encore d'actualité. L'histoire retiendra donc que le décret Crémieux 136 aura été aboli à 2 reprises au cours de la Deuxième Guerre mondiale par 2 régimes successifs et par la même personne, Marcel Pérouton, devenu gouverneur général de l'Algérie en janvier 1943, après son ralliement au général Giraud. Le 20 octobre 1943, le Comité français de libération nationale, donc c'est les hommes de Gaulle évidemment, rétablit de manière discrète néanmoins le décret Crémieux. Un communiqué, on va procéder par une astuce en fait. Le communiqué arguant que le décret du 18 mars qu'avait pris Giraud n'a pas été suivi de texte d'application. Donc on va considérer que ce décret, voilà, je fais sourire monsieur, voilà, donc les Juifs redeviennent des citoyens français. Alors je conseille le très bon livre de Jacques Attali pour ceux que ça intéresse sur cette période, que Marilyn a l'air d'avoir lu. L'année des dupes, déjà tout est dans le titre, l'année des dupes 1943, Alger. Voilà, c'est un livre de Jacques Attali, je ne l'ai pas ici malheureusement, j'ai que la photo. Mais il revient très largement sur cette période absolument inouïe. Alors j'en viens à l'épilogue, à la conclusion, je vais la laisser à Adolphe Crémieux, que je pense l'amitié judéo-chrétienne n'aurait pas désavoué. En 1873, alors qu'il est député d'Alger, et pour son dernier mandat, il va prononcer à l'Assemblée la phrase suivante, ce sera ma conclusion. « Si je me glorifie d'avoir donné à la France cette nouvelle famille, ne croyez pas que c'est seulement parce que je suis juif comme eux. Je respecte toutes les religions, mais je ne comprends pas celles qui se combattent. Je ne comprends que celles qui se tendent la main. Les chrétiens nous ont bien fait français. » Voilà, je crois que c'est assez d'actualité. Voilà.
Merci pour votre attention. Voilà. Alors, je fais circuler quelques documents. Voilà, des Juifs d'Algérie, c'était des cartes postales de l'époque. On envoyait, voilà ce que c'est qu'un Juif d'Algérie. Vous avez des photos d'Oran aussi du quartier juif. Vous avez Adolphe Crémieux. Pas beaucoup de photos, c'était la naissance de la photographie, mais voilà. Vous avez aussi un couple de juifs dans des tenues traditionnelles en Algérie. C'est aussi des cartes postales. Ça, c'est Delacroix, qui peint des juifs dans leur tenue traditionnelle en Algérie. On fait circuler, évidemment. Là encore, c'est pareil. On voit les tenues absolument inouïes des juifs d'Algérie. Là encore, c'est Delacroix. Voilà. On se rend bien compte quelle était la situation des Juifs d'Algérie au XIXe siècle. Alors c'est une petite anecdote, c'est une caricature de Crémieux représentant un cactus. C'est assez symbolique, ça veut dire attention, l'homme pique. Voilà, encore une photo de Crémieux. Voilà, et une photo d'une famille. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit que les plus anciens, les plus âgés sont habillés de façon traditionnelle, un cafetan ottoman, etc. Mais le gendre ou le fils de la maison est déjà habillé en européen. Là, on voit qu'il y a c'est un tournant, voilà, c'est un tournant dans cette famille. Il y a des générations qui se succèdent et on regarde déjà vers l'Europe. On est membre déjà de la communauté française. On voit la tenue du fils ou du gendre de la famille. Voilà encore des tenues traditionnelles du XIXe siècle. Et je crois que c'est tout ce que j'ai apporté. Voilà.